Et donc, ça veut bien dire, en fait, qu'on a bidonné, et j'affirme ici qu'on a bidonné sciemment, en fait, ces réponses-là, pour empêcher la reconstruction donc, de la question sur le et, qui montrait que, eh bien, de toute façon, l'étude était totalement incohérente. Il n'y a manifestement pas de risque particulier à fréquenter les bars, les restaurants. Ce qui va avec la défiance française, c'est aussi cette espèce de traque incessante de l'erreur. C'est-à-dire, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Donc Vincent, avec son regard affûté de mathématicien sur l'épidémiologiste, va nous aider. Merci Vincent. Oui, merci Louis. Donc, on va augmenter un petit peu dans le niveau de preuve, effectivement, dans la mesure où on va prouver mathématiquement, puisque ce qui est bien en mathématiques, c'est qu'on peut prouver les choses de manière très très rigoureuse et assez définitive, que l'étude Comcore donc est une étude tout à fait frauduleuse, un petit peu comme ceux qui nous regardent peut-être l'ont su du Lancet. Et donc c'est à partir de cette étude en particulier que Castex a justifié donc la fermeture des restaurants. Donc voilà, donc cette fermeture des bars et des restaurants, elle a été décidée donc par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020. Et ça a été justifié, donc, cette fermeture par Castex, donc au micro de Sonia Merckbrook, donc grâce à l'étude scientifique, entre guillemets, du professeur Fontanet, donc, qui a mené l'étude Comcore. Alors, on va voir en fait que c'est assez facile de prouver logiquement et mathématiquement que cette étude a trois caractéristiques. D'abord, elle est totalement arbitraire. En plus, elle est hélas frauduleuse et en plus, elle est complètement incohérente. Alors, pourquoi et comment ça marche, l'étude Comcore? C'est ce qu'on appelle une étude par comparaison, c'est-à-dire que vous prenez une population de gens qui sont malades, c'est la cohorte des cas, vous choisissez un autre échantillon de personnes qui ce qu'on appelle la cohorte des témoins, et dans ces deux échantillons, vous choisissez un critère d'exposition. Alors, par exemple, c'est fumer la cigarette ou ne pas fumer la cigarette, et dans le cas qui nous intéresse, c'est fréquenter les restaurants ou ne pas fréquenter les restaurants. Et puis, donc, vous présentez ces deux cohortes et ces deux critères donc, d'exposition dans un tableau donc, qu'on appelle une matrice, et ça va vous permettre donc d'effectuer ce qu'on appelle les odds ratio, en fait, c'est-à-dire les facteurs de risque. Alors, comment ça marche? Tout simplement, vous faites le ratio donc parmi les malades de ceux, par exemple, qui fument et ceux qui ne fument pas. Vous faites le ratio dans la cohorte des témoins de ceux qui fument et de ceux qui ne fument pas, et vous faites la division entre ces deux ratios pour les comparer entre eux, et en particulier donc pour voir si c'est plus petit ou plus grand que 1. Donc là, typiquement, vous allez faire le rapport donc ici donc de 100 sur 40 que vous divisez par 30 sur 180. Vous formez donc le produit de 100 par 180 que vous divisez par 30 fois 40 et ça vous donne donc un rapport qui est de 15. Et donc, ce calcul vous dit que vous avez 15 fois plus de chances donc d'attraper un cancer quand vous êtes fumeur que quand vous êtes non-fumeur. Alors en fait, ces chiffres, on peut les interpréter un peu plus statistiquement. Et on peut donc, en plus de ce calcul donc d'odds ratio, donner un intervalle de confiance sur la valeur qu'on a calculée, qui permet de dire si oui ou non, eh bien, le facteur de risque que vous avez va vous permettre de rentrer dans une cohorte ou dans une autre. Bon. Donc, le principe est le suivant. Donc, vous calculez un odds ratio avec une méthode donc, que vous chargez en général dans une librairie. Vous calculez à partir d'une interprétation statistique de cette odds ratio donc, eh bien, un intervalle de confiance à 95%. Et si le facteur 1 appartient à cet intervalle de confiance, vous dites que vous êtes exposé pour la maladie en question. Si jamais eh bien, 1 n'est pas dedans, vous dites que soit eh bien, effectivement, le facteur est un facteur de risque, soit c'est un facteur de protection. Donc la grande règle, c'est si 1 est dans l'intervalle de confiance, eh bien, il n'y a aucune conclusion à tirer en termes de risque sur le critère que vous voulez tester. Donc ça, c'est le principe, effectivement, de l'étude de Fontanet. C'est comme ça qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans son étude, donc la CPAM a envoyé environ 30 000 mails à des gens qui sont malades et a récupéré donc 3 426 réponses sur eh bien, des facteurs de risque, par exemple aller au restaurant, aller en discothèque, manger avec des amis, etc., etc. Donc cette cohorte de cas malades donc, a été recrutée par la CPM donc, via des mails. Et puis la cohorte des gens sains donc, qui n'étaient pas malades a été choisie par Ipsos. Et donc on a choisi 1713 personnes pour eh bien, faire les comparaisons
en termes de facteurs de risque entre les gens malades et les pas malades. Alors, le problème, en fait, de ce genre de test, c'est que vous devez donc recruter deux listes, une liste de cohorte, une liste de cas malades et une liste de cas non malades, sains, et qu'il y a toujours, effectivement, des biais possibles dans le recrutement qui font que, eh bien, les odds ratio que vous allez calculer éventuellement sont biaisés par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, dans l'étude Comcore, il y avait deux biais structuraux qui étaient extrêmement importants. Le premier, c'est que effectivement, on a choisi de ne pas tester, donc d'éliminer par principe les facteurs de risque liés aux endroits où les gens habitaient, ce qui était un peu bizarre, puisqu'on sait que effectivement, en France, sur les épidémies, il y a eu par exemple au printemps beaucoup plus de risques quand on était dans l'Est, dans le Nord ou à Paris. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Et d'autre part, il y a un biais hallucinant dans l'étude Comcore, c'est qu'on a surreprésenté en fait les jeunes dans la catégorie des gens malades, donc par rapport à la cohorte des cas témoins, ce qui faisait que, en termes de, évidemment, fréquentation de bars et de restaurants, on pouvait s'attendre à ce que les jeunes allant plus souvent que les personnes plus âgées, donc plus de 70 ans, sans doute dans les bars et dans les restaurants, naturellement, on allait obtenir que fréquenter les bars et les restaurants avait un facteur de risque, alors qu'en fait, c'était juste le fait qu'on avait plus de jeunes dans la liste des cas malades. Donc ça, c'est de toute façon, d'une manière générale, quand on fait des études par facteur de risque, il faut bien contrôler en fait les biais qu'on introduit éventuellement entre les cas témoins et les cas malades. Alors, donc je vous ai donné la visualisation donc des résultats qui ont été obtenus par l'étude Comcore sur donc les habitudes de fréquentation des bars et des restaurants, donc entre les gens qui sont malades ici dans la colonne de gauche et les gens qui ne sont pas malades ici dans la colonne de droite. Et donc à partir donc des chiffres qu'on a, donc à chaque fois que vous avez 4 chiffres que vous mettez dans une matrice, vous pouvez calculer donc les facteurs de risque associés. Et donc la conclusion principale de l'étude qui était arrivée, c'est que quand vous étiez malade, vous aviez en fait 2 fois plus de chances d'avoir été malade parce que vous étiez allé en fait au restaurant ou dans les bars. Donc c'est cette question-là donc qui effectivement est ressortie de l'étude, et c'est ce qui a fait exactement que Castex a dit on va fermer les bars et les restaurants, parce que dans cette étude, à la question fréquentez-vous les bars ou les restaurants, eh bien les gens qui étaient malades avaient répondu 2 fois plus par l'affirmatif que en gros ceux qui n'étaient pas malades. Alors donc, il y a effectivement un petit problème dans cette question. On voit, c'est que finalement, on a posé 3 questions ici dans ce sondage, finalement. Donc, une première question, avez-vous fréquenté les bars ou les restaurants? Deuxième question, avez-vous fréquenté des bars? Et troisième question, avez-vous fréquenté des restaurants? Alors, c'est un peu bizarre quand même parce qu'on a l'impression que les questions sont redondantes et on ne voit pas pourquoi on devrait répondre à ces 3 questions alors que finalement, la réponse à ces 2 questions, donc la fréquentation des bars et ensuite la fréquentation des restaurants, a l'air suffisante. Bon. Donc en fait, il y a des questions redondantes et on va voir que c'est un petit peu gênant parce que ça introduit en particulier de l'incohérence. Et l'autre chose qui est extrêmement bizarre dans cette étude, c'est qu'on voit qu'il y a des données manquantes ici sur ces questions. Avez-vous fréquenté des bars et avez-vous fréquenté des restaurants? Alors c'est très bizarre parce qu'on ne voit pas pourquoi les gens qui auraient répondu en particulier à la première question, donc celle de la fréquentation des bars ou des restaurants, ne répondraient pas ensuite à la fréquentation des bars, puis à la fréquentation des restaurants. Donc en fait, c'est extrêmement bizarre. Et on va voir en fait que ces données manquantes ont été introduites de manière artificielle, donc aucun doute là-dessus, et c'est ce qu'on va effectivement démontrer. Alors pourquoi? D'abord, en fait, il est tout à fait logique de penser que la question « avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants » n'a pas pu être posée. Pourquoi? Tout simplement parce que le sens du mot « ou » est assez ambigu quand on le pose en langage naturel. Alors, est-ce que c'est un « ou » exclusif ou un « ou » inclusif? Exemple, quand vous êtes au restaurant et qu'on vous dit fromage ou dessert, c'est évidemment l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Maintenant, si on vous pose la question aimez-vous les fromages ou les desserts, eh bien le ou peut être inclusif, sachant que vous pouvez aimer le fromage, le dessert et les deux en même temps. Donc en fait, en général, quand on fait des sondages, on évite de poser ce genre de connecteur dans les questions parce que évidemment, c'est complètement sémantiquement ambigu et donc il y a des gens qui peuvent comprendre ces questions-là de manière différente et donc la question n'a pas d'intérêt. La deuxième remarque, c'est que cette question, donc, avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants, en fait, vous pouvez la reconstruire de manière tout à fait facile. Si vous avez répondu à la question Q2, donc avez-vous fréquenté des bars? Si ensuite vous avez répondu à la question Q3, avez-vous fréquenté des restaurants? Eh bien, vous pouvez de manière extrêmement simple reconstruire la réponse à la question avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants? Et donc, du coup, ce qui fait qu'en pratique, on n'a pas à poser la question Q1, mais on pose uniquement la question Q2. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en logique,
normalement, on ne peut pas avoir posé la question Q1, on doit l'avoir reconstruite effectivement à partir des connaissances des réponses Q2 et Q3, sauf que dans ce cas-là, eh bien, il ne peut pas y avoir de données manquantes ici à la question Q2 et à la question Q3, sinon on ne peut pas reconstruire la question Q1. Donc du coup, on est obligé de revenir à l'hypothèse que la question Q1 a effectivement été posée, en plus des questions Q2 et Q3. Mais alors là, ça ne va pas non plus. Parce qu'en fait, d'abord, la question Q1 elle est plus compliquée que les deux autres. On ne voit pas pourquoi donc, des personnes qui sauraient répondre à la première question ne sauraient pas répondre aux deux autres. Et si l'on suppose, par exemple, que la question Q2 et Q3 n'ont pas été répondues parce que les gens ont déjà répondu à la question Q1 et qu'ils ne voient pas très bien pourquoi ensuite ils devraient répondre aux questions Q2 et Q3, autrement dit, il y aurait une confusion dans le questionnaire parce que l'enchaînement des questions a l'air redondant et que les gens n'ont pas envie de répondre. Oui, mais dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi tous ceux de la cohorte témoin ont répondu exactement aux questions, alors que ceux qui étaient donc dans la cohorte des cas n'ont pas répondu. Et donc la probabilité qu'une telle chose arrive, elle est à peu près de l'ordre de 2 tiers à la puissance 232, c'est-à-dire que c'est totalement impossible. Donc même si on suppose qu'on a posé la question Q1 en plus des questions Q2 et Q3, eh bien on voit que statistiquement, le taux de non-réponse qui est donné donc dans les deux cohortes fait que, eh bien, statistiquement, un tel événement, c'est tout à fait impossible. Donc en fait, le taux de non-réponse, il a été effectivement introduit de manière complètement artificielle. C'est pas possible que ça ait pu être quelque chose d'honnête. Soit qu'on a reconstruit la question Q1 à partir de Q2 et Q3, soit qu'on a effectivement posé la question Q1 en plus de la question Q2 et Q3. Il y a des choses qui sont rigoureusement impossibles du point de vue mathématique. Alors pourquoi en fait on a tenté manifestement d'introduire des non-réponses de manière artificielle? À quoi ça sert? Eh bien, vous allez voir, ça sert à essayer de cacher l'incohérence majeure qu'il y avait dans l'étude et qui était en fait la suivante. Alors, si vous avez de manière honnête la réponse à vos questions, j'ai fréquenté les bars ou les restaurants, j'ai fréquenté les bars et j'ai fréquenté les restaurants, vous pouvez reconstruire de manière tout à fait mathématique et logique la réponse à la question, avez-vous fréquenté les bars et les restaurants? En effet, pour cela, il suffit juste d'utiliser la formule qu'on appelle le cardinal, qui dit que le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de l'intersection. Ou, dit autrement, le cardinal de l'intersection, c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de la réunion, avec A, donc c'est l'ensemble des personnes qui fréquentent les bars, B, l'ensemble des personnes qui fréquentent les restaurants, A union B, celles qui fréquentent les bars ou les restaurants, A inter B, celles qui fréquentent les bars et les restaurants. Et donc, l'idée de reconstruire ce truc-là à partir des questions Q1 et Q3, c'est de, du coup, tester le facteur de risque associé à la question « Avez-vous fréquenté les bars et les restaurants ?» Alors, en fait, on va voir que ce qui nous empêche de reconstruire a priori eh bien, le cardinal de l'intersection, c'est ces données manquantes ici qui nous empêchent de faire proprement le calcul donc, de la formule du cardinal. Alors en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est impossible que des gens qui aient répondu à la question ici Q1 n'aient pas répondu effectivement à la question Q2 et à la question Q3. Et donc ce qu'on peut faire mathématiquement, c'est réaffecter ces non-réponses sur le oui et sur le non. Pareil ici sur le oui et sur le non, de sorte qu'on ne change pas, quand on va réaffecter une nouvelle réponse, eh bien, les proportions aux réponses oui-non qui ont été données. Alors si vous faites ce petit exercice, en fait, eh bien, donc comme je le présente ici, eh bien, vous obtenez que vous reconstruisez donc maintenant honnêtement les questions Q2 et Q3, donc en éliminant les données manquantes qui de toute façon ne peuvent pas avoir existé, en réattribuant donc comme je vous l'ai dit, en conservant une proportion de oui et de non. Eh bien, vous voyez que sur la question Q2, vous rajoutez 16 personnes qui ont répondu oui donc à la question Q2 et 216 personnes qui ont répondu non à la question Q2. Et pour effectivement la question Q3, vous rajoutez donc exactement 178 réponses à la question non et donc 54 à la réponse oui. Et donc ce faisant, maintenant, comme vous avez pour chaque cohorte eh bien, les réponses oui-non aux questions Q1, Q2, Q3, vous pouvez maintenant reconstruire facilement eh bien, la question effectivement Q4, avez-vous fréquenté les bars et les restaurants, et vous obtenez donc cette répartition. Et cette répartition, donc maintenant, vous pouvez lui calculer un petit odd ratio donc à 95%, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le nombre 1 est dans l'intervalle de confiance à 95% donc, de ce facteur de risque, ce qui veut dire donc tout simplement qu'il n'y a aucun risque d'après l'étude Comscore, eh bien, de fréquenter les bars et les restaurants. Alors ça, évidemment, c'est impossible, parce que si effectivement vous pensez qu'il y a des risques de fréquenter les bars ou les restaurants, alors il devrait y avoir encore plus de risques de fréquenter les bars et les restaurants. Hélas, le calcul mathématique montre que ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui empêche, en fait, dans cette étude de reconstruire exactement, avec aucune incertitude, eh bien, le facteur de risque associé à la question des bars et des restaurants, c'est justement ces fameux 232 non-réponses donc aux questions Q2 et Q3 dans la cohorte des cas. Mais on a vu que ça, c'était absolument impossible du point de vue logique. Et donc, ça veut bien dire, en fait, qu'on a bidonné, et j'affirme ici qu'on a bidonné sciemment, en fait, ces réponses-là, pour empêcher la reconstruction donc, de la question sur le et, qui montrait que, eh bien, de toute façon, l'étude était totalement incohérente. Il n'y a manifestement pas de risque particulier à fréquenter les bars, les restaurants, puisque le facteur de risque
associé à la question Q4, lui, contient évidemment le nombre 1. Voilà. Donc, j'en ai fini. Et donc, je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Merci beaucoup Vincent, j'espère que le public est sensible au caractère jubilatoire de cette présentation, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement savoureux à démonter finalement cette histoire de bar et de restaurant. Cette étude Comscore a été faite par Jérôme Fontanet, c'est bien ça Vincent? Arnaud Fontanet, oui. Arnaud Fontanet, pardon. Arnaud Fontanet, donc membre du conseil scientifique. Membre du conseil scientifique national. Oui. Pas National, du conseil scientifique indépendant, hein, mais du conseil scientifique. Non, il n'aurait jamais sa place dans le conseil scientifique. Serait-il possible, on pourrait poser cette question, qu'un membre du conseil scientifique ait commis une étude frauduleuse? Je vous laisse la question en suspens et je laisse les gens re-regarder cette présentation fascinante que tu nous as fait, parce que vraiment, je crois qu'il faut la goûter dans toute sa saveur, surtout les restaurateurs et les tenanciers de bars qui pourront la méditer longuement sur à quoi tiennent nos libertés. Le diable est dans les détails, hein. À quoi tiennent nos libertés?